Vas-y, c'est toi qui as fait Sciences Po, explique là. Oh non, c'est horrible de dire ça. Vraiment, c'est le pire argument. Non, c'est bon, je te parle. Enfin bref, c'est donc la colonisation quoi. Ça va? Ouais, ça va et toi? On vient de bâiller, du coup on a les yeux qui pleurent, ça me fait beaucoup rire. Salut Charlotte. Salut Marius. Et salut à tous, on espère que vous allez bien. C'était ce ton-là, on l'a retrouvé, le ton du vieux VDJ. Il fallait 3 épisodes. Et ben voilà, on se retrouve... Ça baigne ça baigne, oui, désolée, ça fait 3 fois que tu me demandes. Oui, mais pas sous cette forme-là. Je cherchais une forme marrante et je trouve que ça baigne, moi ça m'amuse, ouais, ça m'amuse beaucoup. Okay. Ça baigne comme notre mascotte, Olga. Oh putain. C'est le retour d'Olga à tous les épisodes. Tout est lié. Après on inclura Olga dans nos chroniques et tout. Si tu pourras le faire, tu veux, ouais. D'accord. Et ben, on est parti. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Et ben pour ce 3e épisode de l'année, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur politiquement. Ah, tu vas enfin parler d'un truc qui te concerne directement. J'avais pas vu que j'avais une autre réponse. C'est pas grave. On assume bon, non, tout. mais vas-y, tant que tu parles pas de l'autre bout du monde. Ok. Et ben cette semaine, on parle de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Parce que même si c'est pas tout près, ça nous concerne tous et toutes sûrement plus directement qu'on pourrait le croire. L'antiracisme et la lutte contre le colonialisme sont plus que jamais des sujets centraux à gauche, ne serait-ce que par le génocide en cours en Palestine et la manière dont il structure les clivages politiques chez nous. Ce qui est dur avec la Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est que contrairement à beaucoup d'autres sujets dont on parle ici, on manque de bases communes pour le débat. Je vous parlais la dernière fois de l'affaire Pellico. C'est pas si compliqué de le faire parce que les pensées féministes sur lesquelles je m'appuyais sont quasi de notoriété publique dans notre société française. En tout cas, tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Pour parler de la situation coloniale en Kanaki, au contraire, on manque de faits sur lesquels baser la discussion. On manque de faits justement parce que nous sommes dans une situation coloniale forte et que le débat est extrêmement biaisé par tout ce qu'on peut entendre si on ne fait pas l'effort de se renseigner via des sources alternatives. Ce qu'on sait, c'est qu'en gros, les indépendantistes kanaks ne sont pas contents car le gouvernement Macron a tenté de faire passer une loi pour dégeler le corps électoral, c'est-à-dire autoriser plus d'habitants arrivés sur l'archipel récemment à prendre part aux décisions. Ils seraient pas un peu racistes, ces indépendantistes ? En fait, pour comprendre leur colère, il faut commencer par dire que ce fameux corps électoral gelé vient du processus de décolonisation de l'archipel engagé dans les années 80. Et c'est là que pour continuer à discuter, il faut faire un petit rappel de ce qu'est la colonisation de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Les premiers habitants de l'archipel étaient des agriculteurs. Quand les Français arrivent au 19e siècle, l'île les intéresse car c'est la plus grosse réserve de nickel au monde et que la position du territoire est très stratégique pour nous, dans l'océan Pacifique. On commence donc par des politiques génocidaires, petite situation du commandant Testard, qui a encore aujourd'hui une rue à son nom à Nouméa, la capitale, représentant de la France en 1856 et qui dit, je cite, « Il faut commencer par détruire cette population si on veut vivre en sécurité dans le pays. » On met donc les Kanaks dans des réserves avec les terres les moins cultivables. En quelques années, leur population est divisée par 2. En 1887, les Kanaks sont soumis par la loi française à 15 jours de travail obligatoire par an, ainsi qu'à un impôt que seuls eux doivent payer et pas les colons. Un millier de Kanaks sont ensuite mobilisés pour la Première Guerre mondiale et ceux qui résistent sont massacrés, autour de 300 morts à l'époque. En 1930, 130 Kanaks sont exposés dans des zoos humains. Bref, vous voyez le tableau. C'est à partir des années 70 qu'on décide d'accélérer la colonisation de peuplement, c'est-à-dire prendre le pouvoir par le nombre, le vrai grand remplacement quoi. On implante des fonctionnaires, on envoie entre 15 et 20 000 migrants, et le Premier ministre de l'époque assume cette politique afin de créer, je cite, un pays francophone supplémentaire. Bon, je vous passe ici de nombreux détails, mais si ça vous intéresse, je vous recommande les vidéos de Parole d'honneur ou d'Histoire crépue sur le sujet qui sont mes principales sources. Au terme de luttes importantes à la fin des années 80-90, on aboutit aux accords de Nouméa, qui instaurent un gouvernement indépendant en Kanaki Nouvelle-Calédonie, mais la France garde encore la main sur toutes les questions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, les relations extérieures, la migration, la monnaie, la justice. La situation actuelle porte encore un héritage colonial lourd, notamment car les Caldoches, descendants des colons, et qui ont donc la citoyenneté, ont le plus gros pouvoir économique. Ils sont souvent les propriétaires, les employeurs, etc., de par leur héritage. Et aussi parce que ce qu'on appelle le pacte colonial y est encore très prégnant. Le pacte colonial, c'est on importe des produits transformés issus des accords commerciaux de la France, donc la vie coûte plus cher là-bas à cause du voyage que font les aliments par exemple, alors qu'un pays indépendant, si la Kanaki était indépendante, il pourrait commercer avec des partenaires plus proches. Et on exporte par contre le nickel brut, empêchant le territoire de développer une économie de création de richesse. Du moins jusque récemment pour ce dernier point, puisque lors du début de la décolonisation en 88, les indépendantistes ont réussi à inscrire dans le code minier du Congrès calédonien une politique de développement local de la transformation du nickel. Mais devinez quoi ?
En s'appuyant sur les mauvais chiffres des années 2019-2020, en pleine pandémie de Covid, le gouvernement Macron plaide à présent pour un retour en arrière et une nouvelle exportation du nickel brut. Et qui a la main sur cette décision ? Le Congrès. Le Congrès élu par ceux qui ont le droit de vote. Vous commencez à comprendre le problème ? Bien sûr, cette histoire de nickel n'est qu'un exemple des nombreuses tentatives de reprise en main du territoire par la métropole. En fait, la France tient absolument à garder le contrôle sur la Kanaky Nouvelle-Calédonie car c'est un territoire stratégique à plein d'égards. On en parle dans 2 secondes avec Charlotte, mais avant je vous précise pourquoi depuis le début de la chronique je dis Kanaky Nouvelle-Calédonie. L'idée de décolonisation portée par les indépendantistes n'est pas de virer tous les immigrés pour se réapproprier leur pays. Les natifs de ce territoire ont toujours eu des traditions d'accueil des étrangers. Voilà pourquoi ils plaident pour une indépendance, oui, mais en harmonie avec les habitants actuels de l'archipel, qu'ils soient colons, autres migrants ou métropolitains arrivés plus récemment. Ce contre quoi ils luttent, c'est l'appropriation totale de leur territoire par une puissance occidentale. C'est pour ça qu'ils ont choisi de conserver le nom français de Nouvelle-Calédonie, précédé du nom traditionnel de l'île, Kanaky. Voilà. Mais avant, on commence le débrief du coup ? Ouais. Je voudrais juste du coup dire, parce qu'il y a un truc que je me suis rendu compte en lisant ma chronique, c'est que je dis le vote et tout, le congrès, et comme si du coup tous les métropolitains qui arriveraient potentiellement là en Kanaky se mettraient à voter des trucs coloniaux pour réexporter le nickel brut. C'est pas forcément le cas du tout, bien sûr, il faut pas généraliser les communautés les unes les autres, mais le truc qui est vraiment important à dire, c'est que là on est dans une situation de crise profonde sur l'archipel, et que du coup de fait, les gens ont tendance à se rapprocher des organisations qui leur ressemblent. Donc les blancs, les indépendantistes des natifs d'origine, etc., etc. Et aussi parce que ce que je dis sur les indépendantistes et leur discours d'accueil et d'acceptation des colons, des héritiers des colons, qu'ils appellent d'ailleurs les victimes de l'histoire, comme si genre, ils sont colons malgré eux, quoi. Et ben ça, c'est des discours politiques qui sont portés par des gens qui les pensent, etc., qui structurent beaucoup ça. Mais là, on est dans une situation où il y a eu énormément de violence, y compris de la police sur tous les indépendantistes, quels qu'ils soient. Et du coup, ça fait qu'il y a aussi énormément de révoltes qui peuvent aussi être prises violemment par les métropolitains sur place. Il y a des jeunes qui cassent des choses et ça fait peur à tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas forcément... part à des décisions politiques coloniales, quoi. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que ça monte en fait les communautés, ça monte les communautés les unes contre les autres parce qu'on est dans un degré de violence assez haut, quoi. Mais je pense en plus comme dans tous les moments de tension, il y a un truc aussi où c'est dans les récits c'est vachement binaire et du coup tu peux aussi avoir tendance à devoir t'affilier à genre soit la puissance coloniale, soit les colonisés indépendantistes. Et en fait, du coup, je pense que ça nous empêche parfois de voir la situation plus nuancée, surtout que, comme tu le disais dans ta chronique, c'est une situation qu'on ne connaît absolument pas, pour le coup, vraiment pas du tout en métropole française. Et je pense que, du coup, ça a tendance aussi à être plus facile de résumer les enjeux par des groupes très structurés, très fixes entre colons et colonisés, quoi. Est-ce que tu as suivi un peu genre, l'évolution de la situation et tout ? Parce que du coup, là, tu nous as fait un historique un peu plus détaillé et tout, qui était much needed, comme on dit. Wow. Mais ouais, genre, c'est quoi les bails ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas. Carrément. Du coup, ce qui s'est passé quand même, donc, c'est qu'après ce truc de dégel du corps électoral, ça a déclenché des révoltes et des émeutes dont on a pas mal entendu parler. Aujourd'hui, on est à 13 morts, pour le dire, dans l'actualité depuis le début. Il y a donc un descendant de colon, un caldoche, qui est mort. 2 policiers, dont un qui a été tué par des tirs ennemis, et 11 personnes qui faisaient partie du mouvement indépendantiste. Des tirs ennemis Des tirs amis, pardon. C'est-à-dire des flics qui essayaient de tirer sur des manifestants et qui se sont tirés dessus sans faire exprès. Sinon, ce qui a beaucoup été au cœur de l'actualité, c'est justement des milices qui ont été formées beaucoup par des caldoches et descendants de caldoches. C'est-à-dire des milices citoyennes faites par des habitants blancs de l'île qui prenaient les armes pour contrôler, empêcher les émeutes et tout, et plutôt accompagnés par la police, sinon en tout cas à minima pas réprimés par la police. Alors que des violences sur les manifestants indépendantistes kanak, celles-là elles ont été extrêmement présentes par la police. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup existé, quoi.
Mais est-ce que au niveau politique, genre cette histoire de dégel du corps électoral, enfin genre ça c'est acté, ça va se faire ou... Et non, en fait au niveau politique, là pour l'instant ils en sont ils avaient des élections provinciales qui devaient arriver en Nouvelle-Calédonie, qu'ils ont reportées à l'unanimité. Et en gros, ils veulent justement, ils les reportent parce que avant qu'elles aient lieu, ils veulent trouver un accord sur la question du dégel du corps électoral. Et donc en novembre, il y a Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher qui vont aussi aller là-bas. Mais avec, oui, donc on les aime pas trop, mais en vrai c'est quand même une preuve de volonté de dialogue parce qu'ils y vont pour discuter. Alors après on sait pas ce qu'ils vont dire, mais ils sont plus en mode nous sommes la métropole française, en fait on va décider ce qui va se passer, alors que c'est vraiment comme ça que c'était arrivé le projet de dégel du corps électoral, parce que ça prend place quand même dans tout un truc de il devait y avoir plusieurs référendums pour voter ou non l'indépendance de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, et en fait en gros pour résumer l'histoire vous pourrez aller voir, mais le dernier n'a pas eu lieu parce que c'était pendant le Covid et qu'ils ont des traditions, les Kanaks, de rapport aux morts et tout, qui les empêchaient, et en plus c'était compliqué de se mobiliser aussi pendant le Covid, tu vois, mais du coup ils ne voulaient pas aller voter à celle-là. Macron a quand même dit si on le fait, du coup il y a eu plus de 90% d'abstention chez les Kanaks, et du coup finalement l'indépendance, ils ont voté contre, mais en fait ils n'ont pas voté. Et voilà. Ok, je trouve que c'est grave important d'avoir ça en tête, parce que c'est comme dans tout, mais quand on n'a pas l'historique, en fait c'est vraiment... je me rappelle des premières discussions qu'on avait eues avec Mar sur ce sujet, où en fait... Attends, juste avant que tu lances là-dessus, je peux dire juste des derniers trucs d'actu. Quand même, les autres actualités, c'est que le Congrès calédonien, donc ils ont décidé ensemble... vraiment fait interruption spéciale. Mais c'est juste le Congrès calédonien, ils ont décidé ensemble, à l'unanimité quasiment, de reporter les élections provinciales, alors que justement, dedans, il y a des caldoches et des indépendantistes. Donc ça prouve quand même qu'il y a une volonté de dialoguer et d'apaiser un peu les choses. Et le dernier truc, c'est que Christian Tin, qui est un des leaders des indépendantistes, qui a été déporté en France métropolitaine, qui s'est fait arrêter là-bas et qui a été emprisonné ici, il a gagné en cour de cassation, et la cour de cassation là très récemment a désavoué son transfert en métropole. Donc pour l'instant c'est pas encore prévu qu'il revienne là-bas, parce que je crois qu'il y a d'autres investigations en cours et qui ont lieu, mais du coup ça en vrai c'est pas si mal non plus pour peut-être apaiser éventuellement. Du fait que c'est vraiment en fait c'est la cour de cassation qui a reconnu, donc ça a complètement désavoué la justice et le procureur de la Nouvelle-Calédonie. Donc, mais c'est une petite victoire pour les abusé. indépendantistes. Enfin, une petite. Non, en vrai, c'était hardcore, ce truc-là. Voilà. Oui, et puis c'est aussi symbolique. Oui. Genre, c'est détenir un chef d'un mouvement indépendantiste sur le territoire qui est à l'autre bout du monde, et qui est le territoire qui est à l'origine de cette colonisation. C'est genre hyper violent symboliquement et matériellement aussi. Je crois qu'on avait entendu parler du fait que il avait des enfants, etc. Et que c'est chaud de ouf. Du coup c'est bon, je peux... Oui, tu peux y aller. Non, en fait je voulais un peu revenir sur le fait qu'on a vraiment très peu de connaissances de ça, et dire aussi que c'est hyper important de se renseigner sur ça, et justement via les chaînes notamment que tu as mentionnées, les médias que tu as mentionnés, Parole d'honneur par exemple. Mais cela dit, je pense qu'il faut aussi qu'on soit solidaire dans le fait qu'on ne peut pas savoir tout sur tout. Et du coup, c'est grave important d'en discuter même avec vos potes ou quoi. Parce que nous, du coup, avec Marius, on avait eu cette discussion où moi, j'étais un peu en mode je comprends pas trop les arguments. Genre, je sens qu'il y a une couille dans le pâté. Mais c'était le moment où, justement, en fait, les médias mainstream et tout transmettaient vachement cette info de... en fait... moi, ce que j'en comprenais sans avoir les détails, c'était en fait les indépendantistes veulent qu'il y ait que eux qui puissent voter, et c'est tout. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais comment on peut justifier ça ? Enfin, je comprends le contexte colonial et tout, mais j'étais en mode, mais comment on peut justifier ça ? C'est-à-dire qu'on on discrimine genre la population qui va voter par rapport à sa date d'arrivée sur le territoire. Et évidemment, ça prenait pas en compte toute l'histoire coloniale et tout, qui est hyper spécifique, mais je trouve que du coup la méconnaissance historique, et en plus on dit historique mais en vrai c'est archi récent, c'est quand même vraiment les os humains c'est il y a moins de 100 ans en fait. Oui voilà, c'est ça, donc en fait c'est pas genre en mode à l'époque je sais pas, quand on est en mode on va pas se flageller sur les trucs etc qui ont eu lieu il y a hyper longtemps, mais là c'est l'histoire récente en fait, c'est abusé qu'on connaisse pas. Je sais plus où j'allais avec cette phrase, mais... Dans les mouvements qui ont mené au processus de décolonisation, il y a eu des massacres, il y a eu ce fameux truc de la grotte d'Ouvéa sur lequel vous pouvez vous renseigner aussi, mais qui est assez connu, c'était sous Mitterrand et tout. Et je précise aussi que la Nouvelle-Calédonie Kanaki est sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, au même titre que la Palestine par exemple. Donc en fait on est vraiment dans un processus qui n'est pas du tout abouti, quoi. Ouais, c'est archi chaud. Ouais. Mais du coup...
ça fait qu'on en a que le fait de mal connaître ce qui était les enjeux historiques et tout ce qui s'est passé avant fait qu'on a une lecture abominable de ce qui se passe maintenant, même alors que moi, petite meuf gauchiste, etc., qui est quand même un minimum renseignée sur la colonisation et tout, genre j'ai eu ce bug là, tu vois, bien sûr. Et ça, enfin je trouve ça aberrant, quoi. Mais en fait aussi, ce qui est vraiment dur, c'est que il y a pas mal de gens aussi qui connaissent des gens, des métropolitains qui sont allés en Nouvelle-Calédonie récemment, et souvent en fait ce type de profil, donc blanc mais qui viennent de métropole, c'est des gens qui sont plutôt ouverts, qui ont plutôt envie justement d'aller aussi dans une autre culture et tout, machin. Ouais. Et en fait, eux, ils souffrent énormément de ça, mais parce que mécaniquement, ils peuvent potentiellement faire partie d'un processus de colonisation de peuplement. Et donc, en fait, avec toutes les racines que ça a, c'est extrêmement violent pour les habitants sur place. Et en même temps, eux, personnellement, on peut pas les criminaliser. Ils font partie d'un truc institutionnel, étatique, d'un processus global et tout. Enfin, si, peut-être que maintenant, on peut commencer à avoir des réflexions sur, en vrai, est-ce que je vais aller là-bas ? Ou, enfin, non, peut-être pas, tu vois. Ça. Mais sauf que c'est aussi, on est ça, tellement... il faut avoir connaissance voilà, il faut avoir connaissance de du, tout ça. Et c'est vraiment pas le cas. Et genre, quand on te propose un poste, que t'es à un endroit qui te plaît pas et tout, et qu'on te propose d'emmener toute ta famille là-bas en tant qu'expat, il y a beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, c'est une situation ultra privilégiée, mais je veux dire, c'est pas des gens qui y vont pour coloniser. En fait, c'est ça surtout. Oui, et que du coup, c'est des gens. Et du coup, ça. on se retrouve pris dans des cycles de violence où aussi, forcément. Mais tu vois, ce truc aussi. De paradoxe entre genre l'envie d'ouverture, de découvrir des cultures et tout, et la colonisation. Enfin, c'est un truc qui revient tout le temps, comme dans les trucs d'appropriation culturelle et tout. Oui, c'est genre vraiment un des plus grands paradoxes de la colonisation. C'est que la plupart enfin non, pas la plupart du temps, mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont un logiciel colonial, mais qui sont dans une intention de bien faire. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est horrible. Oui, carrément, c'est ça aussi, c'est que le logiciel colonial, nous, en fait, on a grandi dedans. Oui, bien vraiment. sûr. Et juste le fait qu'on connaisse pas cette histoire prouve qu'on est encore complètement dedans. Sinon, on connaîtrait. Oui. Et il y a énormément de doses sur lesquelles aussi le gouvernement cherche à revenir. Enfin voilà, mais vous pourrez, du coup, si ça vous intéresse... Comment ça, je cherche à revenir ? Non, mais dans ces trucs de dégel du corps électoral, d'exportation du nickel et tout, en fait, parce qu'on a vraiment un intérêt énorme à être dans le Pacifique. On a laissé se décoloniser quelques trucs et là, on est en train de faire le mouvement inverse. Mais aussi parce qu'en fait, vraiment, c'est une archipel clé pour notre soft power. Je crois qu'on dit un archipel. Un archipel. Désolé. C'est un archipel clé. T'as vu, on est vraiment chez les profs ici. C'est horrible. C'est un archipel clé parce que ça nous donne une immense zone aussi océanographique sur laquelle on maritime. Maritime, ouais. Vas-y, c'est toi qui as fait Sciences Po, explique là. Oh non, c'est horrible de dire ça. Vraiment, c'est le pire argument. Non, c'est bon, je parle. Enfin bref, il y a énormément de raisons pour lesquelles ce territoire est clé, y compris notre influence dans le Pacifique, et qui en plus, c'est une zone maritime très étendue parce que c'est un peu un bout de terre perdu au milieu de nulle part. Et en fait, la France veut absolument garder la main là-dessus. Et c'est bien ça qui est compliqué. C'est que en fait, il faut absolument mener une décolonisation pour avoir un territoire un peu tranquille. Et que nous on a très envie de garder notre influence et notre pouvoir là-bas le plus possible pour pouvoir être décisionnaire de ce qui s'y passe et donc en bénéficier. Tout à fait. C'est donc la colonisation, quoi. Eh bien finalement c'est le mot de la fin. Voilà. Bref, la colonisation, quoi. Quote Marius Hull, octobre 2024. Ouais. Et c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Et on se dit à dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine c'est l'intégrale, normalement. Oui, mais oui. Oui, mais il faut pas le dire parce que c'est bon, on est transparent avec les gens. On se retrouve dans un prochain épisode. On se retrouve dans un prochain épisode. Ouais. Au revoir. Salut. Merci les amis, c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à adhérer à notre média pour soutenir la presse indé. Et puis vous pouvez aussi nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube, parce que comme vous savez, ça fait quelques temps qu'on teste ce nouveau format. Et d'ailleurs, on vous retrouve la semaine prochaine avec la version intégrale de ces 3 épisodes qu'on a tournés ce mois-ci. On espère que ça vous plaît et on vous dit à très bientôt. Des bisous, salut!